هاجت قصائدي قلوب الحملات براسي وهي بشر للكملات. Donc, pour introduire Dr. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, il est titulaire d'un doctorat en économie à l'Université de Dakar, enseignant-chercheur et membre du laboratoire d'analyse de recherche économique et monétaire. Dr. Diagne est spécialisé en questions monétaires, bancaires et financières. Et il est auteur de plusieurs livres. Et on voit beaucoup M. Diagne sur les plateaux de télé au Sénégal discuter non seulement de l'économie mouride, mais aussi d'économie en général. Et je voudrais inviter Dr. Diagne à parler un peu de son livre, le résumé de son livre et quelles sont les perspectives et enjeux qu'il a abordé dans son livre. Dr. Diagne. Bonsoir Sidi et bonsoir à tous les membres du panel. C'est un plaisir de participer à ce forum et de vous présenter aussi le livre que j'ai publié il y a de cela un an sur la vision économique du mouridisme dans l'histoire de la pensée économique. Alors, je pense que c'est pas trop clair ici. Je vais voir. C'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, l'idée, c'était, pendant la Covid, j'avais constaté que tous les pays s'étaient ramassés à eux-mêmes. C'est-à-dire, chacun trouvait, cherchait les solutions à son problème. Et donc, aucun pays ne se préoccupait de l'autre. Même sur le plan agricole, chaque pays voulait garder sa production. Il fallait commencer à réfléchir et je faisais un cours à distance. D'habitude, j'ai fait des cours à Lyon et à Bordeaux. Et avec la Covid, je ne pouvais plus quitter le Sénégal. Donc, je faisais des cours à distance. Et comme ça, chaque fois, à chaque fois que j'ai terminé mon programme là-bas, je faisais des exposés aux étudiants sur la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Après, un étudiant m'a interpellé un jour en me disant que, mais docteur, à chaque fois que vous venez ici, vous nous enseignez l'économie de nos parents, quoi, de nos parents blancs, entre guillemets, ce que Keynes a dit, ce qu'Adam Smith, ce que David Ricardo, ainsi de suite. Mais vous, comment vous vivez? Sur quoi vous basez pour fonder votre économie? Et tiens, je me suis dit que donc, c'est vrai qu'il a raison, parce que quand on enseigne dans les pays, certains pays, on est obligé de respecter le programme, mais il est intéressant de demander encore plus de temps pour exposer la vision que nous avons à l'intérieur de nous. Et depuis 10 ans, je travaille, je fais des enquêtes, j'étudie la vision de Cheikh Khadim, parce que je me disais toujours que Serigne Touba a amené une civilisation, donc c'était un homme éclectique sur tous les domaines, il avait fait un travail. Et donc, il nous appartient maintenant de réfléchir pour voir comment organiser les travaux de Serigne Touba pour sortir sa vision sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan même culturel. C'est une véritable civilisation. Et donc, je me suis dit qu'en tant que docteur en économie, bon, j'ai eu 3 livres sur l'économie du développement, mais aussi la banque. Donc, c'était plus facile pour moi de trouver les instruments, de faire un benchmarking entre ce qui s'est fait dans le monde et tous les penseurs économiques que nous avons de Adam Smith à Stiglitz, et voir maintenant organiser la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Le premier constat me venait des mourides qui étaient à Dakar, des gens qui n'ont pas fait des études supérieures, et pourtant sur le plan économique, c'était les plus riches. C'était des gens qui s'en sortaient, qui tiraient leur épingle du jeu, qui n'appliquaient pas l'économie formelle, conventionnelle que nous enseignons dans nos universités, mais c'est des gens qui s'en sortaient. Je me suis dit que donc, on ne peut pas continuer à dire que
les Baol-Baol sont riches, les Baol-Baol gagnent bien leur vie, pensant que c'est juste comme ça, des gens qui se sont réveillés et qui s'en sortent. Je me suis dit qu'il y a une pensée qui est derrière. Il faut qu'on essaie de faire un tout petit peu effort pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Et là, pendant 5 à 6 ans, depuis 2010, j'ai commencé, mais à chaque fois, je faisais des études. Bon, je m'appelle Khadim aussi, à chaque fois que j'écris sur mon homonyme, ben, je cherchais la perfection. J'enlève, j'écris, j'enlève, j'écris. Et à un moment donné, je me suis dit que, pourquoi pas, essayer dans ces chassidas, dans aussi ces khalifas, dans le fonctionnement de la communauté mouride, comment sortir les grandes lignes qui ont quelque part, qui sont le fondement de sa vision. Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est cette façon que Cheikh Al-Khadim avait d'éduquer, d'enseigner et d'apprendre ses disciples à être endurants. Alors, et là, j'ai essayé de voir, avant Serigne Touba, ce qui s'est passé dans nos communautés. Parce qu'avant Serigne Touba, je dis souvent que l'éducation pour tous est l'œuvre de Serigne Touba. Parce qu'avant Serigne Touba, ce qu'on appelle les enfants de forgerons allaient dans les daras, mais ils apprenaient juste comment prier, Fatiha, Falahi, Nasi, et après, ils vont rentrer chez eux, continuer le travail dans la forgerie de leurs parents, et donc après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont remplacer leur père. C'est-à-dire que le fils de forgeron devait automatiquement être forgeron. Maintenant, les sangs bleus, les bien-nés qu'on appelle chez nous Domi Sorna, c'était ceux-là qui allaient faire des études supérieures, des études qui vont quelque part continuer à apprendre le Coran, et après ils vont encore devenir les chefs religieux, les guides, et ainsi de suite. Et presque depuis l'avènement de la religion au Sénégal, donc la chose était entre les mains de certains. J'ai vu que dans la pensée, dans les actes posés par Cheikh Ahmadou Bamba, il a réglé ce problème de l'éducation pour tous. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de différence entre les enfants, les bien-nés entre guillemets, et les autres enfants qui venaient ce qu'on appelle ceux qui faisaient en fait les petites mains, quoi, ceux qui faisaient un certain nombre de travail manuel. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, il est rare de voir dans une autre communauté des castés devenir des cheikhs. Alors que dans la communauté mouride, on voit que les castés sont devenus des cheikhs, et le fait de créer cette éducation pour tous et enseigner les gens à être endurants dans le travail, accepter tout. Parce que une fois que tu es bien formé, parce que c'était pas simplement l'enseignement, c'était l'éducation, c'était aussi de les apprendre à être endurants. Et là, je l'ai mis dans un concept, Al-Hamal, que c'est là où j'ai mis ce concept-là, c'est-à-dire chercher à élever, chercher une élévation spirituelle. Et c'est là où j'ai mis ces 3 points-là. Après, j'ai travaillé sur un deuxième concept, Kasbul Halal ou Talabul Halal, c'est-à-dire la recherche du licite. C'est-à-dire que être un mouride doit travailler, mais pas n'importe quel travail. Dans son travail, il doit travailler sur quelque chose de licite. Et là, ça a permis aux mourides maintenant, il n'y avait pas de petit ou de grand job. Ce qui les intéressait, c'était de travailler sur quelque chose de licite. Même si les gens peuvent penser que c'est un petit job, ils savent qu'en persistant sur ce travail-là, ils vont atteindre leur objectif. Maintenant, quel que soit le travail que le mouride doit faire, selon le cheikh, c'est un travail qui doit être licite. Parce que une fois que vous travaillez, ce n'est pas simplement pour vous, mais il y a toujours aussi une communauté en fait qu'on doit appuyer derrière. La troisième chose, c'était le khidma ou la khidma, c'est-à-dire le service rendu à la communauté, et qui à mon niveau est pour moi la chose la plus magnifique qu'on voit dans la vision de Cheikh Al-Khadim. Parce que chez nous, les universitaires, on dit souvent que l'universitaire a 3 missions: l'enseignement, la recherche et rendre service à sa communauté.
Je me rappelle quand je suis tenu ma thèse, mon doyen Amadi Alidien me disait que je ne veux pas que tu sois un carriériste. Je sais que tu étais un garçon un tout petit peu doué quand tu étais étudiant, mais une fois que tu es docteur, tu dois beaucoup produire, tu dois beaucoup écrire, tu dois participer à élever le niveau des Sénégalais. Parce que tu dois rendre service aux Sénégalais. Et là, il me dit, et là, ce mot-là, je le tiens en fait dans un livre de ton homonyme, c'est la khidma. Il faut commencer parce que votre nom, c'est Khadim. Khadim, vient de ce radical-là. Et donc, rendre service à la communauté. Parce que quand tu visites l'histoire de la pensée économique, tu verras que les libéraux, en fait, avec Adam Smith, qui a développé ce qu'on appelle la main invisible même, hein, ou laisser faire, laisser passer, laisser aller, la responsabilité individuelle, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, on met l'individu au-dessus de la communauté. C'est ça la vision libérale. Les libéraux pensent que chacun pour soi. Donc, l'individu est au-dessus de la communauté. Maintenant, celui qui a théorisé le laisser faire, laisser passer, laisser aller. Au Sénégal même, nos hommes politiques se réclament être des libéraux, des socialistes. Moi, je suis allé à Londres pour chercher les first hand, les travaux de première main d'Adam Smith. Parce que, bon, en tant qu'un chercheur, moi, j'aime bien, quand je réfléchis sur quelque chose, au lieu de voir les interprétations, parce que interprétation sur interprétation, on change le sens, on y ajoute quelque chose, on y enlève. Je préfère aller voir les premiers travaux pour comprendre l'esprit qui gouvernait les décisions, les grands principes fixés par Adam Smith. Mais ce que les gens oublient de dire aussi, c'est que Adam Smith, entre guillemets, qui a théorisé le libéralisme, il est mort douanier. C'est-à-dire, avant sa mort, il a même remis en cause sa propre théorie de laisser passer, laisser faire, laisser aller. Parce que quand tu demandes aux gens, ouvrez vos frontières, qu'il y ait un échange parfait, une concurrence pure et parfaite, après, ton dernier métier, c'est douanier, c'est-à-dire, tu mettais en place des barrières pour imposer des taxes à certains produits. Ça veut dire que lui qui théorisait même le libéralisme, à la fin, il ne croyait pas à cette théorie-là. Et pourtant, jusqu'à présent, les gens se réclament de lui. Je suis allé voir aussi les travaux de première main des socialistes, de Marx, qui ressemblent un tout petit peu à la vision du Cheikh, parce que Marx, comme le Cheikh aussi, mettait la communauté au-dessus de l'individu. C'est pour ça qu'on les appelle le communisme. Mais là où il y a une différence entre les mourides et Marx, dans la pensée de Marx, il n'y avait pas de morale. Pour Marx, les pauvres pouvaient s'organiser et arracher le pouvoir entre les mains des riches. Quand il te disait, prolétaires du monde, unissez-vous, l'idée c'était quoi? Mais quand les gens s'unissent, c'était pour arracher le pouvoir des mains des plus riches. Et c'est ce qui est passé en Union soviétique avec le coup d'État jusqu'à la mort du Shah, du star de l'Union soviétique. Parce que les gens pensaient que si on est pauvre, c'est parce que ce sont nos dirigeants, en fait, qui n'ont pas joué le jeu. Il faut arracher le pouvoir de leurs mains et à n'importe quel prix. Donc, il n'y avait pas de morale dans la pensée de Marx. Le plus grand économiste de tous les temps, d'après les économistes, c'est John Maynard Keynes. Alors, j'ai essayé de voir la pensée de John Maynard Keynes, qui était à mi-chemin entre les socialistes et les libéraux. C'est-à-dire, c'était 50% du libéralisme et 50% du socialisme. Chez les libéraux, la responsabilité est individuelle. Chez les socialistes, la responsabilité est collective. Chez les libéraux, c'est l'État gendarme, c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir sur le jeu du marché. Chez les socialistes, tout appartient à l'État. Keynes est venu couper la poire en deux, c'est-à-dire, oui, je suis d'accord pour le marché, mais ce marché doit être régulé. On doit amener un arbitre dans le match pour que l'arbitre contrôle et siffle les coups francs et les fautes. Alors, je suis allé pour comprendre cette pensée de Keynes, mais après ce que j'ai trouvé, pourquoi Keynes voulait toujours chercher
le juste milieu, surtout, excusez-moi du terme, il était homosexuel. Il n'était ni homme ni femme. C'est-à-dire qu'il était un libéral, mais il sortait avec le patron des travaillistes. Alors, tous les jours, le matin, il défendait le libéralisme. Le soir, comme il passait la nuit avec le patron du Parti travailliste d'Angleterre, il essayait de mettre de l'eau dans son vin en disant oui, j'ai dit ça, mais il faut qu'on pense aux plus pauvres. Oui, il faut qu'on essaie, il faut qu'on essaie. Et malheureusement, on a élagué tout cela. Ceux qui ont écrit après lui ont fignolé encore sa théorie jusqu'à ce que sa théorie soit parfaite. Mais au début, c'était juste quelqu'un qui avait un problème. Alors, quand on vient maintenant sur la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, on voit que ce service rendu à la communauté, ça permet aux mourides, à chaque fois qu'ils travaillent, au lieu de penser à leur propre personne, à l'individu, ils cherchent toujours la lumière, ils cherchent toujours à mettre la communauté au-dessus de tout. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut travailler à son côté, mais cherche toujours quelque chose à faire pour la communauté. C'est-à-dire que le fait de mettre la communauté au-dessus de tout, c'est pas simplement pour des intérêts bassement matériels, mais c'est un intérêt immatériel. Parce que je dis souvent que vous voyez beaucoup de cheikhs mourides qui travaillent beaucoup, qui gagnent beaucoup et qui ne se préoccupent pas ou bien qui ne bénéficient pas de ces ressources financières. Je prends toujours l'exemple de Serigne Salou et de Cheikh Salou et de beaucoup de Mbaké Mbaké, mais qui peuvent gagner des milliards, mais qui vivent modestement. Pourquoi? Mais tout ce qu'ils gagnent, c'est pour la communauté. Mais pourquoi on peut atteindre ce niveau de développement de la communauté, mettre la communauté au-dessus de l'individu? Parce qu'il y a la quatrième chose que j'appelle dans mon livre la himma, ou ce que j'appelle aussi la volonté créatrice. C'est-à-dire que quand un mouride veut quelque chose, avec cette détermination-là, il peut l'avoir. Et je pense qu'il y a des choses que les mourides ont créées depuis 1917, parce que quand on étudie Cheikh Ahmadou Bamba, on sent qu'à partir de 1915-1916, il y a un changement radical du colon qui, en tout cas, créait des problèmes à Cheikh Ahmadou Bamba, mais à partir de 1915, avec les problèmes à Marseille, les Marseillais ne voulaient plus en fait du savon venant de la Corée du Sud. Et vous voyez que l'arachide qui venait du Sénégal était mieux à même de permettre de faire des savons de qualité. Donc, il fallait maintenant trouver un consensus, même mou, avec la communauté qui produisait plus. Et donc, c'est pour cela que ils ont commencé à un tout petit peu trouver avec le cheikh des consensus minimum. Le cheikh aussi, ça lui a permis de lancer les grands travaux de la communauté. Parce que de 1889, je dis souvent, les gens parlent de 95, 95 ça c'est la déportation, mais les problèmes ont commencé en 1889. Donc de 1889 presque à 1917, c'était compliqué pour le cheikh. Mais après, quand les gens ont vu que les mourides, ce sont des très grands producteurs, il fallait trouver maintenant un consensus. Il fallait trouver une stratégie pour leur permettre de produire et de vendre une grande partie de leur production en fait aux Français. Et j'ai vu des fiches où les Français disaient que ces mourides-là, ils sont tellement organisés que dans la production, 45% c'est pour leur consommation, 55% c'était pour l'exportation. Et quand les mourides ont commencé à exporter, ils ont commencé à avoir des ressources. Et ces ressources-là maintenant ont permis à la communauté de commencer maintenant les grands travaux. Et ces grands travaux-là aussi ont été construits grâce à ce service rendu à la communauté. Et donc, le cheikh, en 1817-18, quand on commençait les travaux de Ndiarème, allait demander à tous ces grands disciples, de contribuer pour la construction de la mosquée. Alors, il a demandé à tous ces grands disciples d'apporter 28 ngourdes. Alors, quand on convertit 28 ngourdes, parce qu'on disait que, bon, quand j'ai lu les rapports de la Banque centrale, on disait qu'en 1917 jusqu'en 1920,
un gourde pouvait acheter 3 kilos de riz. Un gourde pouvait acheter 3 kilos de riz. Alors, si on prend même le riz le moins cher au Sénégal, 3 kilos de riz va tourner autour de 1500. Donc, 28 gourdes pour chaque cheikh, ça tournait autour de 150 000. Alors, le cheikh disait aussi à ses, Cheikh Ahmadou Bamba disait à ses cheikhs que oui, je peux construire la mosquée, mais je vais vous apprendre une stratégie qui va vous permettre de construire toutes vos infrastructures sans la mainmise de l'Occident, sans la mainmise de quelqu'un d'autre, parce que, comme le disent les Wolofs, ku la mënal sañal la. Et je pense que les Mourides ont utilisé cette stratégie pour construire la mosquée de Ndiarème, pour construire le chemin de fer Diourbel-Touba, pour construire la mosquée de Touba, pour construire la ville de Touba, pour construire la mosquée de Massalikul Jinan et pour construire l'université. Toujours la même stratégie. Et pourtant, on nous dit que cette stratégie qu'on appelle le crowdfunding a été créée par les Canadiens en 1992. Or, la communauté a toujours utilisé cette stratégie-là depuis 1917. Donc, pour moi, c'est un travail même que nous devons faire pour justifier que cette stratégie de financement nous appartient depuis 1917. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire aussi, quand je l'ai amené dans le livre, le fait que, à sa disparition en 1927, le constat qu'on a fait, c'est que à chaque fois qu'on est en période de crise mondiale, c'est là où les Mourides tirent leur épingle du jeu. C'est comme si, quand il y a une crise, il se multiplie par deux, la production se multiplie par deux. Parce que le mot résilience, quand je le parlais dans mon livre, un intellectuel m'a dit que, mais pourquoi tu utilises le mot résilience? Mais il a fallu que la Covid nous perturbe, que les gens ont commencé à utiliser le mot résilience. Or, ce mot résilience-là, mais c'est un mot aussi typiquement mouride. Parce qu'on a commencé la mosquée de Ndiarème juste la fin de la Première Guerre mondiale. On a commencé la construction du chemin de fer juste aussi le début de la crise des années 30. Et parfois même, j'avais du mal à comprendre parce que j'encadrais un Canadien qui travaillait sur Kharnoubi de Serigne Moussa Ka, parce qu'il me disait que le professeur Moussa Ka, j'ai cherché dans toutes les universités le professeur Moussa Ka. Ben, après, c'est à la fin que je suis que non, il parle de Serigne Moussa Ka, parce que nous autres, les Sénégalais, vous nous parlez de professeur Moussa Ka parce que lui, ils disent que c'est un des seuls Africains subsahariens qui a écrit sur les effets de la crise des années 30 dans les pays en développement. Parce qu'il chantait, mais il a capté ce qui s'est passé pendant la crise des années 30. Mais c'était extrêmement difficile ce que Serigne Moussa Ka chantait. Mais c'est en ces moments difficiles que les Mourides ont déclenché la construction du chemin de fer Diourbel-Touba, parce que le blanc ne voulait pas mettre sa main pour la construction de la mosquée, et sachant que le matériau lourd ne pouvait pas prendre les camions, il n'y avait pas de certains gros camions, il fallait construire une route, et donc il fallait mettre le bâton dans les roues des Mourides. Il avait même demandé à Serigne Moustapha que ceux qui vont construire la mosquée, vous n'allez pas les considérer comme des disciples. Ce sont des indigènes et donc qui sont sous mon contrôle. Vous allez payer chaque travailleur de 3 à 15 gourdes. Serigne Moustapha est d'accord. Il a demandé à Serigne Moustapha que tous les travailleurs doivent manger tous les jours de la viande. Serigne Moustapha est d'accord. Mais comme le blanc ne connaissait pas la khidma, le service rendu à la communauté, le soir, il payait tous les travailleurs de 3 à 15 gourdes. Serigne Moustapha à 30 mètres, tout le monde revenait pour lui donner adieu ce que le blanc venait de le payer. Donc, Serigne Moustapha donnait l'argent au blanc, après récupérer encore cet argent-là, parce que ce service rendu à la communauté, un blanc ne peut pas comprendre cela. Donc, et je pense que cette stratégie que nous avons et qui nous a permis de construire, et quand j'ai mis aussi à jour la construction du rail Diourbel-Touba, ça tournait autour de 5 millions de gourdes au temps, et donc qui tourne autour de 10 millions de gourdes du mois, et qui donne aujourd'hui 50 milliards de francs CFA. Et les Mourides l'ont financé.
Et là, maintenant, les perspectives, je me dis que on l'a fait avec Massalikul Jinan, on l'a fait avec l'université, mais il nous faut réfléchir maintenant comment on va utiliser cette université-là pour construire cette ville chantée par Serigne Touba dans Matlaboul Fawzeyni, parce que ce que Serigne Touba a dit sur Matlaboul Fawzeyni, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Pour moi, c'est une question de génération. Si cette génération ne la réalise pas, une autre génération va le faire. Et on a, je dis souvent, il faut qu'on ouvre des canaux sur le plan politique, sur le plan, en tout cas, on a des stratégies à mettre en place pour utiliser cette université pour montrer ce que l'homme noir cherchait, parce que l'homme noir, la colonisation, l'esclavage a quelque part réduit tellement nos compatriotes qu'ils pensent que l'homme noir doit toujours suivre. On nous a tellement fragilisé que j'ai beaucoup de respect pour tous les tarikhas et tout, mais on pense qu'on ne peut pas créer quelque chose. L'homme noir doit toujours suivre. Et ce que le cheikh a montré, il est intéressant. Un des plus grands économistes gabonais, il porte le nom de Cheikh Ahmadou Bamba, il s'appelle Bamba Ngali, même si c'est un chrétien, parce que lui, il connaît Serigne Touba, le révolutionnaire. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas commencer à réfléchir dans nos universités pour ouvrir complètement la communauté, mais aussi permettre dans cette université-là à former des gens qui vont prendre le devenir de la ville de Touba. Parce qu'on ne peut pas, on n'ignore pas qu'il y a un problème d'eau à Touba, il y a un problème d'assainissement à Touba, il y a un problème de voirie, mais toutes ces choses-là, c'est des choses que maintenant, dans notre université, qu'on peut régler pour permettre à la communauté, au-delà de la mosquée, au-delà des infrastructures spirituelles, on est maintenant dans les infrastructures purement pédagogiques. Il nous appartient maintenant d'entrer dans le monde purement économique. Voilà en grande ligne ce que je voulais dire sur le document que je vais produire. Merci, Dr Diagne. C'était très intéressant et très exhaustif. Et je retiens vos 4 piliers et le fait que vous pouvez le himma, l'importance de la himma est tellement capitale aujourd'hui avec la manière dont les libéraux dirigent le pays et la manière dont les mourides sont en train de montrer que la communauté peut faire plus que n'importe quelle source de funding. Et je ne savais pas que le crowdfunding est un concept de la Mouridia, ce qui est aussi extrêmement intéressant pour moi. La question dont je voulais vous poser, c'est de savoir comment réconcilier le libéralisme qu'on voit aujourd'hui, qui est en train de gangréner la face visible du mouridisme, et le himma dont vous avez parlé, que le cheikh a mis dans la culture du mouride. Merci beaucoup Sidi. Et je pense que l'université va nous permettre de jouer même sur les mots. Moi, je dis que nous pouvons mettre en place notre doctrine, trouver les mots qui n'ont rien à voir avec cette version libérale qu'on veut nous imposer. Parce que quand on parle du libéralisme, ça veut dire qu'on perd notre humanité. Parce que c'est la course, c'est la course au profit. Alors que le profit joue un rôle extrêmement important dans la vision libérale. Or que chez nous, les mourides, c'est le travail qui est plus important que le profit. Le travail est plus important que la richesse. Parce que chez le mouride, le travail, c'est une forme de prière. Quand le mouride travaille, il prie. Et dans sa prière, donc, le fait de travailler, ça arrive, il augmente en fait ses prières, alors que la richesse qui est considérée comme les libéraux comme une finalité, chez nous, c'est un moyen qui nous permet de réaliser quelque chose. À partir de ce moment, il y a toujours quelque chose, pour moi, une richesse un peu plus importante que cette richesse chantée
par les libéraux, à savoir l'argent, la liquidité. Nous, c'est la richesse spirituelle et la richesse sociale. C'est-à-dire que dans la communauté, combien de personnes tu as aidé? Dans ta famille, combien de personnes tu as aidé? Qu'est-ce que tu as fait pour la ville de Cheikh Ahmadou Bamba? Comment, ainsi de suite. Le fait que, un jour, je faisais un cours à l'université et malheureusement, parfois, on n'a que 30 heures pour des amphis de 2500 places. À la fin du cours, il restait presque 6 heures à faire. Malheureusement, j'ai épuisé mes 30 heures et l'université voulait qu'on arrête. Parce qu'un étudiant mouride est venu, il dit, mais prof, donne-nous mal 6 heures qui restent le dimanche. Le fait de me demander au moins de me sacrifier le dimanche, au moins pour mal les 6 heures, j'étais dans l'obligation de le faire. Parce que je ne pouvais pas dormir sans faire les 6 heures un dimanche, quelle que soit la situation. C'était une obligation pour moi. Mais après, le dimanche, quand j'ai fait le cours, beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas mourides, d'autres qui n'étaient même pas musulmans, me disent, mais comment quelqu'un, un professeur, un étudiant peut lui demander une fois une chose, sans débat, tu acceptes. C'est que vous ne comprenez pas le mot qu'il a utilisé. Ce n'était plus un problème entre lui et moi, c'est un problème entre le mot et moi. Parce que moi, je m'appelle Khadim, et donc quelqu'un ne peut pas me demander de rendre service et que je refuse de le faire. C'est pour cela que maintenant, cette richesse-là, il n'y a pas plus important que ça. Notre richesse spirituelle, pour moi, c'est quelque chose, pour répondre à la question même de Cheikh Fatma, qui nous dit que ce modèle que nous... mais c'est ce que l'Afrique cherche. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas meilleure chose dans le monde que de rendre service. Allez-y au Sénégal. Dans n'importe quelle direction, si on ne te connaît pas, on ne te rend pas service. Allez-y voir tout ce que tu veux. Les gens ne rendent pas service. Ou bien ils attendent quelque chose du service. Alors que chez nous autres les mourides, ce que Serigne Touba nous a demandé de faire, c'est de rendre service à la communauté. Même si le Sénégal commençait à réfléchir sur comment rendre service à la communauté. Et je me rappelle un jour, un responsable politique m'a demandé d'entrer dans un gouvernement. Je lui ai dit que subhanallah, mais moi je n'ai pas ce temps-là. Il n'en revenait pas. Oui, mais non, tu ne peux pas être ça, tu ne peux pas être... Je dis, mais non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne peux absolument rien changer. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Et moi, ce que je pense est que tant que vous prenez ce chemin-là, vous allez droit vers le mur. Et je pense que nous avons les réponses à nos propres problèmes. Mais il nous faut sortir de Serigne Touba, de ce carcan-là, parce que les mourides aussi ont pris Serigne Touba, je ne dis pas, quelque part, on fait de Serigne Touba juste un marabout, alors que Serigne Touba c'était un grand intellectuel. Je ne vois pas au monde un intellectuel aussi productif, mais quelqu'un qui, en même temps, est le meilleur enseignant, le meilleur éducateur, le meilleur écrivain, le meilleur décentralisateur, sur tous les domaines, il est le meilleur. Mais si on se focalise juste sur le marabout, c'est une perte pour le Sénégal, c'est une perte pour l'Afrique. Et on est aujourd'hui dans une mondialisation où on demande à chacun d'apporter quelque chose dans ce monde d'échange-là. Moi, je dis souvent que nous pouvons apporter quelque chose. Maintenant, il faut que qu'il soit Tidjane, Khadr, qu'on voit plus Serigne Touba simplement comme un marabout. Oui, après, chacun peut être Tidjane, Mourid, Khadr. Mais il faut venir sur le marché avec l'intellectuel que vous avez en Afrique. Quand je disais à un homonyme Bamangali que quand Serigne Touba disait que la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension, mais c'était dans les années 1888-1887. Mais après, on dit que oui, les véritables pères de la négritude, c'est Senghor qui l'ont dit en 1934 parce qu'ils ont fait un détour en France. Alors lui, il était ici au Baol et il voulait montrer, rehausser encore l'homme noir qui a vécu la colonisation, qui a vécu l'esclavage. Et donc, pourquoi on ne réfléchit pas même sur la diplomatie de la communauté, permettre à la communauté de s'ouvrir, avant même en Europe, en Afrique. L'Afrique, il n'y a pas une personne forte. Les gens
je discutais avec des Sud-Africains que j'avais invités à Touba, mais leur problème c'est même le concept de Ubuntu, devant moi ils l'ont remis en cause. Nous on met des enfants, mais vous quand on voit des personnes avec leur tout ça, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils disent que mais c'est ça le Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et ils chantent ensemble, ils font tout ensemble. Mais si vous gardez ça ici, dans un endroit que personne ne connaît, mais comment on va profiter de Cheikh Ahmadou Bamba? Et je pense que donc, tout le travail de la communauté, c'est d'essayer de déprivatiser Serigne Touba, de ne pas voir Cheikh Ahmadou Bamba comme simplement un chef religieux, mais de voir en Cheikh Ahmadou Bamba un des plus grands intellectuels que le monde a connu. Absolument. هاجت قصائدي قلوب الحملات براسي وهي